moment un peu trouble de l'après-midi, surtout dans une salle tellement sombre qu'on peut croire qu'on est le soir. Pour cette discussion autour d'une entreprise éditoriale inédite, assez rare et qui mérite notre intérêt, une entreprise éditoriale qui se lance dans la constitution d'une longue collection donc, de livres d'histoire de France en bande dessinée. Alors l'histoire de France en bande dessinée, on connaît, on croit connaître d'une certaine façon, puisqu'on a déjà vu ça. On a vu ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans, presque 30 ans, avec une collection chez Larousse de ce type, qui, d'ailleurs, c'est intéressant, marque une borne, pourrait-on dire, à la fois dans l'histoire, telle qu'elle était écrite dans les années 70 et début des années 80, mais aussi dans l'art de la bande dessinée, tel qu'il était pratiqué justement dans cette fin d'années 70 et début d'années 80, et qui nous raconte peut-être une histoire qui n'est plus la nôtre, puisqu'on le sait, à la fois l'art de la bande dessinée a évolué, les modes de récit ont évolué, mais aussi l'art de l'écriture de l'histoire et la façon dont on la raconte ont évolué également. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir pourquoi se lancer dans un contexte assez polémique, il faut le dire depuis quelques années, dans une histoire de France, et dans une histoire de France qui prenne pour support donc la question, comme pour support celui de la bande dessinée. Alors nous avons trois personnes autour de cette table pour en débattre. Sylvain Venner, qui est professeur d'histoire et qui est à l'origine de cette collection, avec Étienne Davodo, qui signe avec Sylvain Venner le premier tome de cette histoire, qui s'appelle La Balade nationale, et qui est une sorte de prélude à l'ensemble de cette série, et Hugues Jalon qui est à mes côtés et à qui je vais donner peut-être la parole en premier. Hugues Jalon qui est éditeur donc aux éditions La Découverte, qui coédite avec les éditions de la Revue Dessinée cette série de bandes dessinées autour de l'histoire de France. Alors on peut être surpris déjà par l'entreprise Histoire de France à La Découverte. La Découverte a une tradition, une histoire, d'une maison d'édition de gauche qui peut-être s'est plus souvent posé une longue histoire des rapports entre, c'était du temps où ça s'appelait l'Aspéro et qui ensuite est devenu La Découverte, une longue histoire des rapports entre la France, puissance colonisatrice, ses anciennes colonies, etc. Et qui peut-être, vous allez nous dire si c'est vrai, Hugues Jalon s'est peut-être moins intéressé à cette question, soit du récit, soit du roman national. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet en tant qu'éditeur aux éditions La Découverte, et qu'est-ce qui fait sens dans la longue histoire de cette histoire de maison d'édition avec ce projet? Alors je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à la question de l'inscription de ce projet dans l'histoire de la maison d'édition à proprement parler, parce qu'au fond, je crois que le projet est né d'une envie tout à fait personnelle. C'est-à-dire que tu as évoqué l'histoire de France de Larousse des années 70, je les ai retrouvés, je les ai envoyés à Étienne qui les avait lus, Sylvain les connaissait, enfin, il y a sans doute un effet de génération. Moi je suis né aussi à la lecture et à l'histoire, et à la lecture de l'histoire, adolescent, avec cette histoire de Larousse. Après effectivement, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées jeunes, et ensuite avec les études, il y a eu les sciences humaines, et il y a eu le dessin a disparu au profit du texte, mais j'avais toujours cette idée que un jour, peut-être, je ferai de la bande dessinée à nouveau. Enfin, je ferai de la bande dessinée comme éditeur, et que j'aurai l'occasion d'aller de l'autre côté, pas simplement comme lecteur, et de voir comment on pouvait en faire. Mais il y avait surtout une réflexion personnelle sur les modes d'écriture des sciences humaines. Je rêvais de livres de sciences humaines dessinés, ou en bande dessinée, d'une manière plus générale. J'avais lu Gaza 56, je trouvais ça cool, mais quand même, je voyais qu'on pouvait faire de l'enquête historique inédite, sous forme dessinée. Je voyais aussi que l'histoire de France en bande dessinée accusait un certain retard historiographique dans l'incarnation et la mise en récit de l'histoire de France. Dans quelques expériences récentes, je trouvais qu'on était quand même assez souvent dans l'image d'Épinal, autour du grand personnage, de l'histoire bataille, etc. Donc je pensais qu'il y avait aussi un chantier. Et je dirais plus simplement, alors c'est peut-être un peu comme ça pompeux de le dire, je pense que la bande dessinée, le récit dessiné, n'est pas simplement une déclinaison du récit historique, mais c'est un genre, un mode d'expression qui peut créer une expérience de pensée. Et je me souviens avec Étienne, quand on a présenté la collection au libraire, je crois que c'était à ce moment-là que tu avais dit que
le dessin était un mode d'écriture. Et en fait, la bande dessinée est un mode d'écriture, peut être un mode d'écriture des sciences humaines. Je pense que c'est la chose qu'on voudrait prouver, avec une capacité de mettre en scène, à travers un dispositif qui lui est propre, des questionnements historiques. Donc c'est d'abord une ambition, alors personnelle, liée à une histoire personnelle, une ambition éditoriale. C'est bien la question de se dire, on va poser un acte en tant qu'éditeur sur un objet, une histoire de France, qui puisse être peut-être la pierre de touche ou le début d'une façon d'envisager la bande dessinée comme une autre manière de raconter les sciences humaines. Oui, et de faire entrer la bande dessinée dans l'histoire, c'est-à-dire dans la profession historienne. C'est une idée que j'avais eue à l'époque où j'étais au Seuil. J'en avais parlé à l'époque, etc. Ça avait été un peu compliqué pour une grosse maison, une maison aussi ancienne que le Seuil, mais moi j'aurais imaginé cette histoire dessinée dans l'univers historique. C'est-à-dire dans la collection centrale, historique des éditions du Seuil. Donc que ce soit avec le même statut. Je suis très content de ce point de vue-là qu'on puisse faire cette première présentation à Blois, qui est le lieu de rendez-vous de l'histoire, et pas simplement, et pas dans un espace de bande dessinée. Alors ça, on comprend bien du côté de la découverte, mais il faut aussi peut-être, et c'est pour cela qu'on aurait dû avoir ici le responsable de la revue dessinée, il faut un partenaire qui soit lié à la question de la bande dessinée, et c'est donc la revue dessinée qui a été mariée avec la découverte dans un projet comme celui-ci. Voilà, j'ai vu la revue dessinée effectivement se lancer dans la bande dessinée documentaire, en fait, de faire des enquêtes, dans la non-fiction, comme on dit dans le jargon de l'édition, et puis j'ai proposé l'idée à Franck Bourgeron, qui devait être là mais qui n'a pas pu se libérer. Et on a travaillé longtemps, je dirais 2 ans et demi, 3 ans, pour trouver la bonne formule. Et j'avais besoin tout simplement, effectivement, là c'est vraiment de la tringlerie éditoriale, j'avais besoin de leurs compétences, de leur réseau, de leur œil, parce que la bande dessinée c'est aussi un métier d'éditeur à part que j'avais besoin d'apprendre à leur côté. Alors, Sylvain Venet, vous êtes architecte de cette série. C'est 20 volumes, c'est ça? Oui, c'est 20 volumes. Je voudrais insister sur quelque chose qu'a dit Hugues, parce qu'aujourd'hui, de l'histoire en bande dessinée, on en fait pas mal. Il y a pas mal d'éditeurs qui se sont lancés dedans, soit des éditeurs de bande dessinée, soit des éditeurs de sciences humaines, et qui produisent de l'histoire en bande dessinée. Dans l'immense majorité des cas, il faut avoir conscience que ce sont souvent des déclinaisons en bande dessinée de livres qui existent par ailleurs, ou de recherches qui existent par ailleurs. Et même s'il y a certaines réussites dans le domaine, le principal problème de ces projets, c'est que ce sont toujours des projets qui n'ont comme seule ambition que la vulgarisation. C'est-à-dire, on a des livres d'histoire qui sont excellents, mais qui se vendent à 2000 exemplaires. Si on en fait une bande dessinée, on a des chances d'en vendre 15 000 exemplaires, et donc de toucher un public qui ne lirait pas sinon les livres d'histoire. Et c'est réduire la bande dessinée à... c'est mal traiter la bande dessinée que de la traiter de cette façon-là. Puisque c'est cette idée que grâce aux images, grâce à l'intrigue, enfin surtout aux images en réalité, on va pouvoir s'adresser à un public qui serait rebuté par des livres dans lesquels il n'y aurait que du texte. Si on considère la bande dessinée de cette façon-là, on a peu de chances de produire une œuvre originale. Et c'est là que, pour répondre à la question, la revue dessinée est importante, les compétences des gens de la revue dessinée sont importantes. C'est que moi, j'ai bien vu depuis 3 ans que ce projet est lancé, qu'on ne s'improvise pas éditeur de bande dessinée. Mais vous étiez ici même hier pour nous raconter dans le Live Magazine votre découverte de l'image comme étant une potentialité supplémentaire pour l'historien que vous étiez, et dans un dialogue avec un auteur de bande dessinée et dessinateur qui s'appelle Jean-Philippe Stassen. Est-ce que justement ça vous a titillé? Parce qu'on sait, quand on connaît votre travail, que ce qui vous intéresse, Sylvain Venet, ce sont ces modes de récit alternatifs de l'histoire tels qu'ils ont été déclinés brièvement par Hugues Jalon auparavant, c'est-à-dire par cette idée qu'on peut toucher des publics différents en racontant différemment, mais en utilisant à chaque fois des langages différents, l'histoire que l'on veut raconter. Ouais, alors encore une fois, c'est pas juste la question de toucher un public différent, c'est la question de savoir ce qu'on peut produire comme savoir historique à partir d'un genre qui est unique en réalité. Donc là, je peux donner 2 exemples des directions dans lesquelles on a travaillé tous ensemble. Le premier exemple, c'est la question du récit,
puisque on reparlera de la question de savoir pourquoi se limiter à la France. Hein. Je fais passer cette vignette-là, je peux faire passer cette vignette-là aussi. Enfin, ce sont des... la question de la France dont on parle, c'est la France d'aujourd'hui. Hein. C'est justement pas tout à fait la France des années 1970, des éditions Larousse. Mais bon, sur ces questions d'apport de la bande dessinée, il y a au moins deux choses. Le problème de l'histoire de France, c'est qu'elle a été enfermée dans une sorte de grand récit, ce qu'on a appelé le récit national, qui est un récit dont il faut bien comprendre que depuis le départ, c'est un récit qui en réalité est une collection d'images. On a Vercingétorix qui jette César au pied de César, on a le panache blanc d'Henri IV, on a les taxis de la Marne, on a toute une série d'images, comme on a Saint-Louis rendant la justice sous son chêne, ou les bourgeois de Calais se rendant à Édouard III. On a Jeanne d'Arc sur le bûcher. Jeanne d'Arc sur le bûcher. On a toutes ces images. En fait, le récit national, c'est une collection d'images comme ça. Si on veut essayer de mettre en perspective ce récit national, la première chose à faire, c'est de s'attaquer à ce problème des images. Et sans doute la bande dessinée, c'est la meilleure façon de le faire, puisque ce sont des images. Et ce qu'on peut faire aussi, parce que la bande dessinée, ce n'est pas que des images, c'est des images qui sont mises en séquence les unes après les autres pour produire un récit, c'est aussi essayer d'attraper de front cette question de savoir ce que c'est que le récit en histoire. Et là, on en a beaucoup parlé ensemble en faisant cet album, enfin ce livre, et puis en faisant les autres livres de la collection qui vont sortir. Ce qu'on peut faire, c'est dépasser cette espèce de dialectique dans laquelle sont enfermés les historiens, qui est soit je vous raconte, je vous fais le récit de l'histoire passée, soit je vous fais le récit de ma propre enquête d'historien, je fais un livre qui est davantage un livre d'historiographie qu'un livre d'histoire, et nous on peut proposer tout à fait autre chose grâce à l'inventivité de la bande dessinée, en disant, ben voilà, nous on va vous proposer une narration, une intrigue, sur laquelle on va revenir, je suppose, et qui est également le moyen de produire un récit historique qui soit aussi un récit historiographique, qui emporte le lecteur et qui ne cède rien sur les ambiguïtés de la production de la connaissance en histoire. Donc l'historien démiurge, il tient les deux bouts de la chaîne, il fait tout. Non, les trois bouts. Les trois bouts de la chaîne. Il tient l'histoire passée, il tient l'historiographie et il tient l'intrigue. Étienne Desrenaud, comment vous êtes rentré dans ce projet? On sait vos travaux au long cours, on connaît votre travail sur la société d'aujourd'hui ou la société immédiatement disparue ou en voie de disparaître, que ce soit dans les secteurs ruraux ou ailleurs. On connaît aussi votre travail sur des grandes enquêtes que vous avez pu mener avec des journalistes d'investigation contemporains. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser avec Sylvain Venner à ce questionnement, qui est un questionnement propre aux historiens, de savoir comment la bande dessinée peut renouveler le récit de l'histoire de France? On parle pas mal de récit, et l'ADN de la bande dessinée, c'est vraiment ça, c'est le récit. Donc tout ce qui se raconte, moi, m'intéresse en tant que dessinateur, auteur de bande dessinée. Et puis cette question de l'histoire de France, cette question de ce qui fait de nous des Français, de ce qui fait de nous des lecteurs de cette histoire de France, ce sont des sujets qui me sont pas indifférents du tout. Donc j'avais déjà une oreille assez attentive à ce que Sylvain proposait. Et puis surtout, il y avait cette idée d'un récit qui nous permette à la fois de brasser tous les thèmes dont Sylvain a parlé, mais en même temps d'y inclure une vraie dramaturgie, en se libérant des carcans habituels de ce genre de récit. Là, on s'est vraiment ouvert à la fiction, on s'est vraiment lâché en quelque sorte sur la fiction, en abordant tous ces thèmes de façon très documentée, très sérieusement travaillée. Donc il y avait là une espèce d'ouverture pour moi dans un nouveau genre de récit que j'avais envie d'essayer. A priori, comme ça, je ne savais pas encore ce que ça allait donner, mais j'ai cet appétit de ces choses nouvelles qui me permettent à moi de pratiquer ce langage qui est celui que je pratique le moins mal, qui est celui de la bande dessinée, avec tout ce qu'elle a de potentiellement spécifique. Ce que Sylvain a dit sur pourquoi faire ça en bande dessinée est très vrai. Je crois que si on veut utiliser la bande dessinée, ça ne m'intéresse pas trop en fait. Et si on veut explorer ses capacités, son potentiel
dans des domaines où elle va peu, là par contre, ça m'intéresse beaucoup et je suis prêt à y consacrer du temps et de l'énergie. Et c'était précisément ce que me proposait Sylvain. Oui, alors justement, Sylvain Venner, peut-être faut revenir à la façon dont vous avez découpé ce travail avec ce volume inaugural donc, qui vient tout juste de sortir, donc la balade nationale, qui est à la fois une sorte de set d'exposition, pourrait-on dire, exposition du projet, de ce que l'on veut faire, et qui est un ouvrage en tant que tel, on pourrait presque dire clos sur lui-même, il est clos et ouvert sur le reste de la série. Oui, il a un statut un peu original. D'abord, c'est une entreprise éditoriale, donc la commande de Hugues et des gens de la revue dessinée, c'était de faire une histoire de France en 20 volumes. Donc on découpe l'histoire en 20 époques, ce qui est possible, on peut aussi la découper en 40 époques, enfin, tout est possible. Le seul problème, quand on fait une histoire, quelle qu'elle soit, c'est de situer son point d'origine. Et c'est particulièrement un problème dans le cas du récit national, puisque vous ne racontez pas la même histoire si vous considérez que la France, ça commence avec les Gaulois, ça commence avec le baptême de Clovis, ça commence avec, peut-être pour certains d'ailleurs, la Révolution française, ouais, ou bien d'autres solutions. Donc ce premier volume, il a pour première ambition d'interroger la question des origines nationales. De se dire, bon ben... Sujet sur lequel vous avez travaillé en tant qu'historien. Alors, il se trouve que moi, quand la découverte est venue me proposer cette aventure-là, je venais d'écrire un livre sur la façon dont les historiens avaient raconté les origines de la France depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce qui ne nuit pas. ça peut aider, effectivement. Donc, ça, on voit bien le propos. On se dit, on va proposer au lecteur, dans un premier tome d'ouverture de la série, on va proposer de réfléchir à la façon dont s'est écrite jusqu'à maintenant l'histoire qu'il croit connaître. Et on va lui proposer ensuite 19 tomes qui vont décliner la suite de l'histoire. Mais ce volume-là, il va donner le mode d'emploi, pourrait-on dire, de l'approche que l'on a mise en place. Et donc, pour ce mode d'emploi, il faut trouver une fiction, et Étienne Davodo vient de le dire, et cette fiction, c'est pas 5 hommes dans un bateau, c'est 5 hommes et femmes, plus un. Oui. Dans un van Citroën. Enfin, je ne sais pas si c'est un van Citroën. C'est un van Renault. Voilà. Dans un van Renault. Voilà. Et ça, c'est le point de départ. Alors c'est vrai que puisque c'est un livre qui n'est pas encore sorti, et qui est présent ici en avant-première, c'est peut-être utile pour les gens qui nous écoutent de préciser au moins le début du récit. Donc les gens que vous voyez derrière moi sont des gens qui font le tour de France dans un trafic Renault allongé. C'est important, vous verrez pourquoi. Et donc ils font le tour de France en 2017 en gros. Et au début du récit, au volant, c'est Jules Michelet, historien du 19e, et à côté de lui, il y a Jeanne d'Arc, qui se débarrasse assez vite de son armure, parce que c'est pas très pratique quand on est assis dans un trafic Renault. Il y a Molière, et il y a aussi le général Dumas, général de la Révolution. Et il y a Alexandre Dumas. Oui, et il y a Marie Curie. Et ces 5 personnalités sont revenues en France en 2017 faire ce tour de France pour évoquer précisément tout ce dont on vient de parler. Et donc sur l'image que vous voyez là, ils font une première halte à Carnac, puisqu'on parle des origines. On va aller voir à Carnac de quoi il s'agit. Oui, voilà aussi leur argument. Alors, oui, parce qu'on a parlé de 5 personnages, et il y en a un autre qui arrive dans la première ligne. Il fallait un trafic Renault allongé, donc, parce qu'à l'arrière du trafic Renault, ces gens-là viennent de charger un colis étrange, ils viennent de tout simplement kidnapper le cercueil du maréchal Pétain à l'Île-Dieu. C'est là ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. On n'a rien inventé, puisqu'en 1973, des sbires du Front National l'ont fait pour emmener Pétain à Douaumont, je crois. Ça s'est terminé de façon tout à fait misérable, mais là c'est une fiction, mais encore une fois, dans la réalité, ça a eu lieu. Bref, ces 5 personnages ont kidnappé le cercueil du maréchal Pétain à l'Île-Dieu en considérant qu'il incarnait en quelque sorte de l'histoire de France quelque chose qu'eux voulaient en quelque sorte explorer. Et donc, le maréchal Pétain, dans ce cercueil, se réveille aussi, il n'y a pas de raison. Pourquoi il ne se réveillerait pas, puisque les autres... Mais il boude et refuse de sortir de son cercueil. Donc, pendant 100 et quelques pages, vous avez donc ces 5 personnages, ennemis, en quelque sorte, puisque Pétain, dans son cercueil, proteste, râle, bougonne, jusqu'à une fin que vous découvrirez plus tard. Oui, alors, justement, ça c'est pourrait-on dire, le nœud narratif, en l'occurrence, Sylvain Venner. C'est l'idée de faire ressurgir les personnages emblématiques de l'histoire de France, un grand écrivain qui d'ailleurs se voit contester le fait qu'il soit un grand écrivain par le père d'Alexandre Dumas, une sainte héroïne de la France, une héroïne scientifique de la France qui vient d'ailleurs, par ailleurs, Marie Curie. Il y a là aussi Jules Michelet, donc le grand historien,
Et je crois que je les ai tous cités pour les 5 en question. Et puis donc le maréchal Pétain qui sert dramatiquement, pourrait-on dire, de pôle. Alors est-ce que c'est un pôle négatif? En tout cas, c'est comme dans une pile, ça permet d'avoir une action entre ceux qui parlent dans la voiture et dans le van Renault et celui qui écoute et qui proteste à l'arrière. Oui, c'est ça. Alors il y a deux choses aussi, c'est que ce qui est important à comprendre, c'est que l'histoire qu'on raconte est invraisemblable. Ah bon? C'est pas possible de préciser. Moi, je sais que Michelet n'avait pas son permis. On m'a compris, Michelet n'avait pas son permis. Voilà. Et puis c'est pas possible qu'ils se retrouvent tous dans un van Renault. Normalement, c'est pas même allongé. Normalement, c'est pas possible. Et là aussi, c'est quelque chose, alors je ne sais pas si là ça tient spécifiquement à la bande dessinée, on pourrait imaginer ça dans d'autres genres, comme par exemple le cinéma. On viendra tout à l'heure, je pense, dans la discussion, à la différence qui peut exister entre l'écriture en bande dessinée et l'écriture cinématographique. Mais ce qui est sûr, c'est que notre projet, c'est de faire le contraire du roman historique. Puisque, je suis sûr que dans le public de voix, il y a des gens qui aiment les romans historiques. Moi, pas. Moi, j'ai toujours détesté les romans historiques parce que dans un roman historique, je n'arrive jamais à faire le départ entre la documentation qui est utilisée par le romancier et l'usage qu'il fait de son imagination pour combler les trous de la documentation. Et dans beaucoup de romans historiques, on n'arrive pas à savoir. Moi, je suis peut-être devenu historien parce que je n'aimais pas les romans historiques. Là, le projet est rigoureusement inverse. L'histoire est fantaisiste. C'est presque une féerie. Féerie au sens du 19e siècle. Au sens du 19e siècle. Tout ce qui est résolument invraisemblable est présenté comme tel au lecteur, ce qui fait que même un collégien peut bien voir la différence entre ce qui relève de l'imagination des auteurs, pour une part, et tout le reste, qui lui est la vérité historique. Les connaissances qui ont été apportées par les historiens. Et comment on met ça, alors c'est pas en image, comment on travaille justement, Étienne Dabodo, quand un scénariste, parce que c'est le cas de Sylvain Bonner, vient vous proposer un scénario comme celui-ci? Parce que d'abord, évidemment, l'intention de Sylvain Bonner, c'est d'expliquer l'histoire et l'historiographie en même temps. Donc c'est à la fois de raconter un récit qui doit conduire quelque part, et le lecteur doit avancer de case en case, mais aussi de raconter un récit antérieur qui existe par ailleurs et qu'il va falloir insérer dans le récit qu'on écrit. Déjà, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rajoute le maréchal Pétain. Ah, c'est vite. Voilà, je dois avouer, c'est moi le maréchal Pétain. Enfin, c'est moi le maréchal Pétain. On va garder juste cette citation, et ensuite on va la mettre sur les réseaux sociaux. C'est quoi le maréchal Pétain? C'est Étienne Dabodo. Ça commence bien cette histoire. Non, en fait, quand Sylvain et Hugues ont commencé à me parler de ce projet, l'histoire n'était pas bouclée, loin de là. On l'a coécrit tous les deux avec Sylvain. Et c'est un détail important, c'est-à-dire que quand on écrit de la bande dessinée, en général, il y a un scénariste. Ouais. Les duos là qui vont, en tout cas, moi je parle simplement de ce duo-là, Sylvain et moi avons coécrit ce livre. Parce que les autres volumes, il faut le dire, ce seront d'autres duos. Oui, bien sûr, oui, à chaque fois, ce sera un historien, en général spécialiste de la période traitée, et un auteur de bande dessinée qui a un goût pour cette période-là. Toujours spécialiste de la période traitée. Toujours. Et l'idée, c'est que cette étape d'écriture, elle doit pas être en apesanteur entre les deux. Il faut vraiment qu'elle soit prise en charge pour que l'écriture qui est spécifiquement celle de la bande dessinée soit assumée pleinement. Et donc c'est comme on dit dans les sciences sociales, c'est une co-construction. C'est une co-construction, absolument. Et il faut qu'elle soit co-création. Il faut que ce soit ouvert. Et c'est vrai que quand on a commencé à plancher là-dessus avec Sylvain, on avait l'hypothèse de ces 5 personnages qui allaient partir faire le tour de France en trafic Renault. On avait les lieux par lesquels ils passeraient, parce que les lieux sont importants. On savait qu'ils passeraient à Calais, on savait qu'ils passeraient à Reims, évidemment, qu'ils passeraient sur la ligne Maginot, pour parler de la frontière, qu'ils passeraient à Solutré, enfin bref, il y avait les étapes. Mais ce qui manquait au tout départ, quand on a commencé à réfléchir là-dessus, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi ils roulent, tous ces braves gens? Et l'idée d'aller mettre le cercueil de Pétain ailleurs nous a semblé un point de départ intéressant. Et une fois qu'on a mis le contact de ce trafic Renault qui est parti sur les routes, on a quasiment eu plus qu'à le suivre et à raconter ce qui se passait. Oui, alors après, il faut, j'imagine, imaginer les étapes les unes après les autres, la façon dont Bien sûr, parce que les étapes, en fait, correspondaient à des sujets sur le fond qu'on voulait aborder. Le rapport
Et les personnages nous y aident beaucoup. Nous avons là une immigrée polonaise, nous avons là un général noir de la Révolution, nous avons là une jeune fille qui vient de la campagne française profonde, française encore que ça se discute. Mais en tout cas, on avait des personnages qui, déjà dans leur biographie, avaient des éléments qui nous intéressaient, et les lieux par lesquels on les faisait passer nous permettaient de les mettre en friction et d'aborder les thèmes qui nous intéressaient. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à cette co-création, Sylvain Venner? Qu'est-ce que vous avez appris justement dans le dialogue avec Étienne Davodo que vous n'aviez pas envisagé? Parce que, je disais Démiurge tout à l'heure, on est Démiurge, mais on ne maîtrise pas totalement tous les fils de la création, si je puis dire. En tant que j'ai appris énormément, mais j'ai aussi appris par exemple ce que je ne pourrais jamais faire. Enfin, je ne parle pas que de dessiner. La bande dessinée, c'est un art compliqué en réalité, et il y a quelque chose, j'ai fait beaucoup de choses là-dedans par du dessin, je me suis mêlé d'écrire des dialogues, je me suis mêlé d'inventer des personnages, des situations, mais il y a une chose sur laquelle il faut interroger Étienne, parce que ça, à chaque fois, j'ai vu que j'en étais incapable, c'est tout ce qui relève du découpage des scènes. C'est un art compliqué, puisque vous avez des scènes comme dans un film. Vous savez que vous allez avoir une scène qui va se passer, par exemple, à Calais, parce qu'à Calais, on veut faire dire telle et telle chose au personnage. Vous pouvez mettre ça en situation, vous pouvez même faire le dialogue, et à un moment donné, il faut arriver à transformer ça, cette scène-là, qui va faire peut-être, on a prévu 7 ou 8 planches, en 7 ou 8 planches qui se tiennent, qu'on a envie de lire, qui sont découpées par cases. Et ça, c'est un art à part entière. Étienne Davodo, il y a la case, il y a la succession de cases, il y a l'entrecase. Il faut penser l'entrecase parce qu'on sait depuis très longtemps, depuis les analyses de Benoît Peters, qu'entre les cases, il y a du récit, même si on ne le montre pas d'une certaine façon. Puis il y a les pages qu'on tourne, donc il y a les bas de page, et puis la façon dont on les tourne pour pouvoir continuer le récit. Oui, moi je ne suis pas dessinateur, je suis auteur de bande dessinée, je fais un distinguo important. La bande dessinée commence à la deuxième image. Elle commence même exactement, comme vous dites, entre la première et la deuxième image, là où il manque quelque chose que le lecteur va installer. Et pour que le lecteur l'installe, il faut que la façon dont tout ça est cadré, raconté, syncopé, l'incite à l'installer. Et la bande dessinée, en fait, est une lecture très active, très productive, puisque entre chaque case, le fait de passer d'une case à l'autre, si c'est bien fait, si les choses se passent bien, oblige le lecteur à compléter, à créer du mouvement, à créer de la vie, à créer même un rythme. Et c'est là-dessus que se joue tout ce qui concerne la mise en situation d'une séquence de bande dessinée. Et c'est vraiment une question de rythme, presque au sens musical du terme, c'est-à-dire que à la fois chaque page doit être une unité narrative, et puis chaque séquence aussi, il faut qu'il y ait une variété. Moi, je pense même qu'il y a une mélodie, qu'il y a un refrain, qu'il y a une ligne de basse, il y a toutes ces choses-là, qui sont traduites de façon picturale, évidemment, mais c'est dans le découpage de ces choses-là, dans la façon dont on laisse en déséquilibre une scène, enfin une fin de scène pour que le lecteur puisse amorcer la suivante. C'est dans tous les non-dits que la bande dessinée se met à vivre, en fait. C'est pas tant dans les images mêmes, c'est vraiment dans l'ellipse entre chaque image. Et en ça, c'est un langage qui a ses codes, qui a sa grammaire, qui a ses fautes, qui a ses possibilités. Et ses impossibilités. Vous avez freiné, par exemple, des désirs de Sylvain sur certaines choses en disant ça, pour le raconter, c'est difficile. Une fois. Je suis le type qui a le plus la foi dans les capacités de la bande dessinée. Enfin, je crois qu'elle peut faire beaucoup de choses. Il y a une limite que je lui trouve, et on en a parlé parce qu'on a dû la frôler avec Sylvain, c'est mettre dans la bande dessinée des gens qui chantent, qui font de la musique. C'est très compliqué, ça, pour moi. Autant des dialogues, ça passe très bien. Alors, il y a une séquence où, il y a aussi le soldat inconnu qui fait de la figuration dans notre livre, où le soldat inconnu pousse la chansonnette, il vole une moto, enfin, c'est assez compliqué comme histoire. Il sort de sa tombe en entendant la voix de Pétain quand il passe près de l'Arc de Triomphe, et il se lance à poursuite en volant une moto à un garçon qui passe. Parce que Pétain, pour lui, c'est un héros. Ben voilà, quand on est mort en 14, Pétain, c'est un héros. J'ai oublié, et donc la mélodie, c'est difficile. Oui, voilà, il y a un moment où, sur la frontière allemande, le soldat inconnu pousse la chansonnette, et pour moi, ça, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a deux options. Soit le lecteur connaît la chanson, et auquel cas, il n'y a pas de problème, en le lisant, il la chante, soit il ne la connaît pas, et là, il lit un truc de façon un peu chaotique, où la tonalité n'est pas là, où la mélodie n'est pas là, et moi, j'ai l'impression que ça casse la lecture. Et donc, on a, malgré tout, négocié, et un bref extrait de chanson sur le pont qui sépare la France de l'Allemagne. Sylvain Venner, sur ces possibilités narratives qu'offre la bande dessinée avec un auteur comme Étienne Davodo. Moi, je crois qu'il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas d'autre limite que celle des auteurs en réalité. On peut tout faire en bande dessinée. Et alors, en quoi c'est différent, vous disiez tout à l'heure, du récit cinématographique, par exemple? En quoi vous pensez que raconter la même histoire au cinéma donnerait forcément quelque chose de très différent? Il y a plusieurs choses. Parce que quand on lit La Balade nationale, on se dit, bon, ça peut être adapté en film, d'une certaine façon. Adaptons-le en film. Mais ça ne sera pas la même chose. Pour plusieurs raisons. J'en donne une. La bande dessinée, c'est comme... vous pouvez lire ça au rythme que vous voulez. Le film vous impose son déroulement. Alors qu'avec la bande dessinée, si vous décidez de passer 10 minutes sur une planche, vous pouvez, et puis aller un petit peu plus vite après, tout est possible. Ce qui fait que, par exemple, si on a une vignette comme celle-ci, voilà. Donc nos personnages sont à Calais, ils sont devant le groupe sculpté de Rodin qui représente les bourgeois de Calais. Et là, c'est un des objectifs du livre aussi, c'est d'essayer de revenir sur cette affaire, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, ces petites images qui constituent en réalité le récit de l'histoire nationale. Bon, on va s'arrêter et on va réexpliquer ce que les historiens du Moyen-Âge savent très bien. Hein. C'est la façon dont cette affaire des bourgeois de Calais, ça a été une légende progressivement construite au XVe siècle, puis au XIXe siècle, en leur faisant dire des choses différentes à chaque fois. La démonstration est un peu compliquée. Il faut prendre son temps. Nous, on fait ça en 2 planches, je crois. Quelqu'un qui veut vraiment rentrer dans cette démonstration sur laquelle on a écrit des livres entiers, ben, il va lire ça lentement. Il va peut-être même le lire 2 fois. Quand on refait la Davodo cache aux spectateurs ici la suite de la... Non, mais vous ne bougez pas. Mais c'est tout de même très beau cette chose-là, c'est certain, c'est même le problème. Pourquoi vous dites ça? Oui, c'est pourquoi vous dites ça qui permet justement de déclencher les 2 planches qui suivent. Oui, c'est ça, parce qu'après, là on est déjà à la fin de la démonstration, ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait la démonstration sur la question des bourgeois de Calais, avec la dernière critique qui est celle de Marie, là, qui consiste à dire que quand même aussi faire en sorte que ce soit les plus riches de la ville qui se sacrifient pour les plus pauvres, c'est aussi un propos politique qui fait partie de la légende des bourgeois de Calais. Et après, nous on enchaîne sur une autre réflexion qui va être la séquence suivante, qui est sur le pouvoir des images. Si on veut connaître l'histoire de France, il faut d'abord savoir ce qui se cache derrière le groupe sculpté de Rodin. Vous savez, c'est ce que disait Daniel Pénac à propos de la pédagogie. Il disait, un gosse, si on veut repeindre par-dessus, il faut d'abord lui faire cracher ses couleurs. Si on veut apprendre l'histoire à quelqu'un, il faut d'abord qu'on le force à se déprendre des mauvaises représentations qu'il a du savoir historique. Et le paradoxe de l'image, c'est pour ça qu'il faut défendre avec force une histoire en bande dessinée, parce que le paradoxe de l'image, c'est qu'elle est plutôt un écran entre le passé et nous. Nous, on a tendance à penser que les images, ça aide à comprendre, parce qu'on a toute une tradition comme ça des usages des images, mais des images comme le groupe sculpté de Rodin, des images comme Saint-Louis sous son chêne, c'est un obstacle entre la réalité de la guerre de 100 ans, la réalité du règne de Saint-Louis et nous. Oui, parce que la véritable difficulté, c'est qu'on voit bien combien depuis 20 ou 30 ans, une partie des historiens dont vous faites partie tentent de nous faire nous déprendre, on est à Blois, des images Poulain, de tout un tas de choses qu'on avait dans les plaques de chocolat et qui nous permettaient, qui étaient d'ailleurs souvent issus des tableaux commandés pour le musée de l'histoire de France de Louis-Philippe dans les années 1830-1840, avec ces belles images qui nous racontaient l'histoire et qui, au bout du compte, ont fini par constituer totalement notre imaginaire de l'histoire de France et qui, évidemment, sont construites, fausses, mais qu'il faut, d'une certaine façon, contester. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut démonter. Et comment remonter l'affaire? Est-ce qu'il faut la remonter, d'ailleurs? Oui, l'ambition qu'on doit avoir aujourd'hui, que les historiens doivent avoir aujourd'hui, et c'est compliqué pour nous, c'est de reproduire du récit. C'est bien beau d'en vouloir à mort au récit national ou à toutes ces choses, mais il faut reproduire du récit. Moi, je suis lancé dans d'autres chantiers historiographiques que l'histoire dessinée de la France, mais c'est à chaque fois le problème se pose. Et par exemple, pour tous ceux qui sont un peu intéressés aujourd'hui par l'histoire monde ou le niveau global de l'histoire, un piège, ce serait de reproduire à l'échelle du monde un récit mondial
qui ne serait pas autre chose que les mêmes erreurs qui ont été faites naguère dans le cadre du récit national. Il faut faire très attention à ce qu'on fait aujourd'hui en matière d'histoire monde, par exemple. Et alors, par exemple, justement, Étienne Daoudou, quand on a affaire avec les images préexistantes, comme des images qui sont très profondément ancrées dans l'univers et le cerveau de chacun d'entre nous, pour pouvoir les rendre, sinon caduques, mais les mettre à distance, comment on fait en dessin pour le faire? Nous, on a la possibilité de les intégrer dans le fil du récit. Oui. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là, mais on prend des distances. Il y a quelques images qui sont là, elles sont pas mises en majesté en quelque sorte. Elles sont intégrées dans le fil des pages. Chaque page contient je ne sais pas combien de cases, mais quand je dois citer une image comme ça, elle n'a pas de statut privilégié par rapport aux cases d'avant et d'après. Elle est dans le flot du récit. Elle est ramenée en quelque sorte à sa juste mesure. Parce qu'on se souvient par exemple d'un beau dossier de Gottlieb qui les mettait en majesté, mais avec une telle ironie qu'au bout du compte, on savait qu'elles n'étaient plus en majesté, elles étaient déjà descendues de leur piédestal. C'est ça, ouais. Et puis, je crois qu'il y a aussi le fait de passer par un dessin qui les ramène aussi dans le code graphique de la bande dessinée. Les statues, les peintures qu'on doit traiter, je les ramène dans le mode graphique dans lequel moi je travaille, tout simplement, parce que c'est mon écriture, c'est aussi le choix de cette collection, d'assumer le dessin de bande dessinée comme un langage digne de ce nom, et donc de dessiner des statues classiques, de dessiner des toiles ou des images d'Épinal au sens large du terme, sous le mode de la bande dessinée. Alors voilà une séquence vraiment intéressante. Ce que vous venez de mettre ici, c'est ils sont à Paris, dans leur van Renault, et ils se posent la question de la différence entre la statue de la République sur la place de la République, les statues des rois qui accueillaient à l'octroi les visiteurs qui rentraient et qui étaient donc la porte du trône en l'occurrence, aujourd'hui place de la Nation, et de la statue de Dalou qui représente là aussi la Nation ou la République ou Marianne, donc tout cela différemment. Ça peut donner lieu à une thèse d'histoire, ou d'histoire de l'art d'ailleurs, sur les différences de représentation de Marianne, la constitution d'une figure de la République ou de la Nation à travers cette figure féminine. Et cette opposition qu'il peut y avoir entre la représentation en majesté des rois sur des colonnes qui regardent au loin ceux qui vont rentrer dans Paris, et ces statues qui sont au centre des places que l'on a créées après la Révolution française. Ça, c'est résumé en, je sais pas, 2 pages, quelque chose comme ça? Oui, il y a 2-3 planches place de la Nation, mais là, par exemple, c'est aussi cette affaire de langage, parce qu'on n'a pas fini de parler du langage de la bande dessinée et de la différence avec le cinéma, mais ou de la différence avec l'écriture d'un livre d'histoire, mais à partir du moment où on a des personnages différents, qui ont des caractères différents, qui viennent d'époques différentes et qui incarnent aussi des façons différentes de concevoir l'histoire de France, nous, ce qu'on peut mettre en place, c'est quelque chose qui relève du dialogue. C'est-à-dire que les gens vont tenir des propos, les personnages vont tenir des propos qui sont différents, qui sont contradictoires, et en fait, il n'y a pas une voix au-dessus qui serait la voix de l'historien, par exemple, qui délivrerait la vérité du discours. J'insiste là-dessus parce que, par exemple, dans les documentaires historiques, oui, c'est la voix off. Il y a une voix off. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, des documentaires historiques qui interviewent des historiens. Il y en a beaucoup, donc il y en a de 2 ordres. Vous pouvez soit avoir, on va interviewer tel historien, et il y aura quand même, par-dessus tout ça, un montage qui fait que les voix de ces différents historiens vont être tricotées ensemble pour délivrer un message qui sera le message du documentaire, le message de la voix off. On va faire de ces interviews, en fait, le même usage que les historiens font des citations dans leurs livres. Ou alors, vous avez le modèle Corpus Christi, où là, cette fois-ci, au contraire, on va juxtaposer des points de vue sans voix off, et on va s'apercevoir que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Donc, nous, avec cette intrigue-là, on peut avoir, à ce moment-là, un débat qui se finit en bas du Dalou, le café de la place de la Nation, avec Pétain qui va défendre l'idée que contre la République, les deux républiques, la République de la place de la République, la République de la place de la Nation, la vérité se trouve en fait
à Reims du côté du baptême de Clovis, qui va les engager ensuite dans leur périple jusqu'à Reims. Et on présente, nous, toutes ces théories-là, en conservant la dynamique de l'intrigue. Hugues Jalon, quand on lance un projet comme ça, on ne sait pas très bien où on va. Non, on est angoissé. En tant qu'éditeur, on ne sait pas très bien où on va. Mais on y va. On y va, on se dit, pourquoi vous avez dit d'ailleurs 20 ça aurait pu être comme il a dit 40. 40. Non mais pourquoi 20? C'est intéressant parce que c'est comme ça, c'est parce que ça permet d'avoir suffisamment d'auteurs et suffisamment d'approches variées. On a dû imaginer, enfin, je ne me rappelle plus vraiment, mais une sorte de prédécoupage chronologique et on a dû se dire oui, autour de 20. Ouais, d'accord. Alors il y a ça, après il y a le choix des auteurs, et puis on laisse faire. Et on laisse faire. Enfin, il faut dire, donc, avec la balade nationale, paraît le premier volume dans quelques semaines sur les Gaulois. C'est vrai que la balade nationale, vous avez bénéficié d'une très grande liberté narrative. Parce qu'il n'y avait pas de période, entre guillemets, attitrée. C'était une série de problèmes à aborder. Sur les Gaulois, ils étaient confrontés... Enfin, je pense que chaque volume va avoir son problème. Et le problème des Gaulois était assez évident. Alésia. Non, c'est Astérix. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. On parlait des images qui faisaient écran entre la réalité historique et le lecteur. Dans le cas des Gaulois, on peut dire qu'il y a un imaginaire très écrasant, depuis quand même des décennies, qui est l'existence de ce que les Français savent, les Gaulois, ils le savent globalement, enfin, on imagine le savoir à travers Astérix. On ne peut pas l'éviter, c'est comme Tardy avec la Première Guerre mondiale. Qu'il y a un nouveau tome qui arrive dans quelques jours. Ouais. Comment? On peut d'autant moins l'éviter qu'un nouveau tome d'Astérix arrive dans quelques jours. Voilà, donc là, il faut jouer. Il faut jouer avec. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et effectivement, Nicobi et Jean-Louis Bruno ont d'emblée pris le parti, dès les premières cases, de, entre guillemets, sortir Astérix et de se confronter avec cet imaginaire-là. Oui, c'est la même question, j'imagine, dans chacune des périodes et chacun des volumes qui devra se mettre en place. Chaque volume a ses problèmes. C'est-à-dire que j'anticipe déjà, quand on va être sur le volume Révolution française, avec une très courte période, avec une événementialité très ramassée. Très ramassée. Comment on va gérer ça? À l'inverse, on a eu des discussions passionnantes sur une période que je connais très mal, qui est la France gallo-romaine, qui est une période, quand on a rencontré Blaise Pichon pour la première fois, c'est lui qui va s'en charger comme historien, en gros il nous a dit, vous savez, pendant 5 siècles, c'est une grande période de prospérité, il n'y a pas beaucoup de guerres, et il n'y a pas de grands héros. Et ça dure 5 siècles. Et là, il faut démerdez-vous ensuite pour construire un récit. Il faut quand même construire un récit en bande dessinée sur une période pareille. Donc chaque période, à certains égards, va faire naître ses problèmes et ses questionnements, et donc de fait les solutions pour la traiter. Oui, alors, ce qui est quand même compliqué, c'est que quand on se lance dans un projet comme celui-ci aussi, en tant que, je ne sais pas si c'est le titre, directeur de collection, concepteur de l'ensemble, enfin en l'occurrence Sylvain Venner, il va falloir dialoguer avec chacun des historiens, les choisir, ceux qui sont là, les dessinateurs également, et puis là aussi, d'une certaine façon, les laisser faire. C'est-à-dire de ne pas leur donner la consigne démiurgique de celui qui sait tout et qui va vouloir, parce qu'il est le maître d'œuvre final, une sorte de Deus ex machina, gouverner l'ensemble de ce qui va être produit. Non, bien sûr. Le modèle, là, évidemment, c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que le modèle, il est constitué par la réussite de la revue dessinée, qui existe depuis 4 ans, et cette revue, elle a pour principe de faire travailler ensemble des auteurs de bande dessinée et des reporters. Et en fait, il se passe la même chose avec les auteurs de bande dessinée et les historiens. Il faut que les deux se mettent autour d'une table, qu'ils discutent, que ça se fasse, c'est-à-dire que pour que ça se fasse... Il y a un couple de travail qui se crée aussi. Oui, il faut qu'à un moment donné, l'historien il accepte de se faire déposséder d'une partie de son savoir et de ses techniques narratives, que le dessinateur accepte de rentrer dans les clous de ce qui est de l'ordre du vraisemblable et de la leçon d'histoire qu'on est censé délivrer. Ça se passe, c'est un petit peu comme quand on commence à danser, si vous voulez. Au début, on écrase les pieds de son partenaire, c'est ça? On ne se connaît pas bien, on s'écrase un peu les pieds, et puis au bout d'un moment, l'affaire se passe. Et nous, derrière, les éditeurs, les directeurs, on est juste là pour veiller en sorte que
la lumière soit bien tamisée, que la musique soit bonne, que les gens soient bien dans l'ambiance. Et... Entrepreneur de spectacle, quoi. Voilà. Ouais. Étienne Daodo, c'est vrai que ce volume est particulier par rapport à tous les autres. Je ne sais pas si vous allez vous lancer dans un autre de la série ou pas du tout, mais en tout cas, est-ce que justement raconter cette histoire du contemporain avec des personnages historiques vous donne envie de raconter une histoire d'une période historique dans son jus de période historique d'une certaine façon? Est-ce que c'est très différent que de faire ce volume-là, que de faire ce que feront vos autres collègues auteurs de bande dessinée dans la suite de la série, que de faire, je ne sais pas, justement la France gallo-romaine ou d'autres périodes comme celle-ci, où peut-être cette question de la liberté narrative sera plus contrainte pour l'auteur de bande dessinée qui dialoguera avec l'historien? J'ai rien contre les contraintes en bande dessinée. Souvent, c'est des bonnes façons de découvrir des nouvelles formes de récits. Par contre, c'est vrai que moi, depuis 25 ans que je fais de la bande dessinée, j'ai un vrai goût pour la chose contemporaine, stricte. Je ne sais pas bien... Ou l'histoire toute récente. Le plus loin où je suis allé, je crois, c'est quand j'ai réalisé Un homme est mort avec Chris, qui raconte des événements sociaux à Brest en 1950. Ce qui est déjà pour moi un peu de stress. À chaque fois que je pose le stylo sur la feuille, je me demande si un téléphone avait cette gueule-là en 1950, si l'ampoule est la bonne forme, si l'interrupteur, enfin toutes ces choses qui font que ça bride un peu le dessin. Donc je suis bien plus à l'aise à dessiner le monde contemporain, à dessiner les rues d'aujourd'hui, je sais le faire parce que je les ai sous les yeux. Donc dessiner la France gallo-romaine, dessiner les chevaux, dessiner tout ça, je crois que ça m'emmerderait un peu. Donc l'hypothèse là que Sylvain m'a proposée me séduisait d'autant qu'il n'y avait pas ces inconvénients-là et que je pouvais me lancer à corps perdu dans ce récit-là. Donc c'est quelque chose qui... j'ai l'impression que dans les auteurs que je vois arriver là, dans la collection, il y a ça aussi, il faut trouver l'auteur qui a cette dimension-là. Qu'un gars comme Hugues Nicole se prenne en charge une période un peu troublée, un peu violente, ça va être formidable parce qu'il a un dessin plein d'énergie et de rage et tout ça. Et j'ai pas vu le livre, j'ai pas vu les pages, mais je devine à l'avance que ça peut donner un truc intéressant. C'est important de trouver vraiment les bons duos à chaque fois. Ça, c'est le boulot de Sylvain, évidemment. Oui, mais ça, ce qui est quand même très, très intéressant, et ce sur quoi peut-être on n'a pas assez insisté, sauf au début de notre discussion, c'est la dimension ironique et humoristique d'un projet comme celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on sort, là c'est le cas, effectivement, ça c'est Jules Michelet derrière le soldat inconnu, tous les deux au milieu des bagnoles sur une moto volée. Sur une moto volée. Donc c'est le côté ironique et humoristique, c'est-à-dire sur la capacité de l'histoire d'être racontée sur un autre mode que sur le mode du sérieux, Sylvain Bonner. Encore une fois, c'est une fantaisie, ça c'est très fantaisiste. Mais c'est une fantaisie sérieuse. Alors je vais si Emmanuel Laurentin me laisse juste une minute, je vais revenir sur la question de savoir la différence entre la bande dessinée et le cinéma. Ça, pour moi, c'est une scène tout à fait exemplaire, puisque au début de l'histoire, Jeanne a encore son armure, elle s'installe à côté de Michelet, elle regarde dans le miroir de courtoisie, et elle peut dire ça. Elle peut dire, mais je ne ressemblais pas vraiment à ça. Et refaire toute la démonstration que je vais vous faire dans un instant, que je vous fais tout de suite d'ailleurs. En fait, on n'a aucun portrait de Jeanne d'Arc fait par quelqu'un qui l'aurait connue vivante. On a un petit portrait... Quelqu'un qui ne l'a pas vu. Qui ne l'a pas vu dans une marge d'un manuscrit médiéval. Oui, voilà, mais avec ce petit portrait d'ailleurs, son étendard, qui est fort peur. Enfin, oui, ça ne donne pas beaucoup de renseignements. Non. Est fait par quelqu'un qui n'avait pas vu Jeanne. Donc tout ce qu'on sait de Jeanne, c'est qu'elle mesurait 1m60, qu'elle était brune, qu'elle avait les cheveux coupés au carré comme les gendarmes de son époque, et qu'elle avait de beaux seins. Puisque, à son procès, un témoin dit qu'il l'a vue nue, qu'elle avait de beaux seins, mais qu'il n'en avait ressenti aucune concupiscence. Parce qu'elle était envoyée de Dieu. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle avait de beaux seins, surtout qu'on ne sait pas ce que c'est que les beaux seins pour quelqu'un du XVe siècle, et surtout pour ce gars-là. Mais on sait... Parce qu'on n'a pas de portrait de gars non plus. Mais on sait que ce que ça signifie, c'est qu'évidemment, elle est l'envoyée de Dieu. Elle ne ressent aucune concupiscence parce que cette femme est là pour autre chose. Et elle peut refaire toute cette démonstration, qui est quelque chose que le cinéma ne peut pas faire, puisqu'au cinéma, les personnages sont prisonniers du corps des acteurs.
des acteurs d'ailleurs qui sont rarement choisis pour leur ressemblance avec les personnages historiques, puisque s'il y a bien quelqu'un qui ne mesure pas 1m60, qui n'est pas brune, C'est ne prononce pas sur ses seins, C'est Mila Jovovich. Jovovich, qui incarne la dernière Jeanne d'Arc en date. Et ça, le dessin peut le faire, et précisément le dessin qui n'est pas du dessin réaliste. Et toute la collection d'histoire dessinée de la France, elle va être confiée à des auteurs qui ne font pas du dessin réaliste. Et au contraire, même qui, pour certains d'entre eux, comédiennes, s'honorent de ne pas faire des personnages ressemblants. Donc ça, on peut réfléchir à ça, parce que ça permet de montrer aussi toute la part d'imagination qui est dans le travail même des historiens. Puisque les historiens, ils font avec le silence des sources. Oui, venons là-dessus justement, Étienne Davoudou. Parce que voilà, quand on a bon, Pétain, bon, ça va. Mais les 5 autres, qu'est-ce qu'on choisit comme image représentant Molière, Michelet, Marie Curie, on voit la robe noire, le col très fermé, etc. Qu'est-ce qu'on choisit comme image en se disant, est-ce qu'on joue sur l'idée que l'effet de ressemblance ou de reconnaissance va aider le lecteur, ou est-ce qu'on choisit une image qui vous fait plus plaisir parce que dramatiquement ou de façon dans le récit ça vous permet autre chose? Bah, les 5 personnages en question, Pétain mis à part évidemment parce qu'il ne sort pas de sa boîte, ont un statut assez différent sur le sujet. Comme l'a dit Sylvain, de Jeanne, on ne connaît pas d'images faites par des gens qui lui sont contemporains. Dit autrement, j'ai la même légitimité qu'un mec du XVIIIe siècle pour dessiner Jeanne d'Arc. On ne l'a pas vu, ni lui ni moi. C'est plus compliqué pour d'autres, par exemple le général Dumas, qui est assez peu représenté. On a 2 ou 3 images de lui, mais c'est 2 ou 3 images assez différentes. Nous, on fait passer nos personnages, on les fait aller jusqu'à la mairie de Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes, parce que c'est là qu'il y a le seul tableau représentant Dumas. Et Dumas ne se trouve pas très ressemblant sur le tableau. Et pour cause, les 3 images qu'on a de Dumas ne sont pas vraiment des images qui concordent. Puis il y en a d'autres pour lesquelles c'est plus compliqué. De Marie Curie, on a des photos. De Molière, on a des bustes et des tableaux assez nombreux et assez concordants. Et puis de Jules Michelet, on a quelques photos, mais je soupçonne le coiffeur de Jules Michelet d'être un peu psychopathe. Il a une coiffure totalement indessinable et incompréhensible. Donc j'ai dû m'adapter un petit peu avec ce problème-là. Donc j'ai recréé mon Jules Michelet, en décidant que c'était Jules Michelet une fois pour toutes. Donc, dit autrement, je me donne une vraie liberté là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient identifiés en tant que tels, qu'ils aient même une autonomie vis-à-vis du... Enfin, ce qui compte, hein, ce qui est important, c'est que ce soit clair et lisible. C'est Michelet, c'est Jeanne d'Arc. Oui, mais cette case, par exemple, c'est quelque chose qui a été assez formidable. Parce que, imaginez Marie Curie la cible. On l'a vu un peu vraiment. Ouais, au coin du feu, en train de tendre sa poitrine vers les étoiles, c'est une liberté académique que peu de gens se permettent, étant donné justement l'image que l'on a de Marie Curie. C'est le sérieux, c'est la science, c'est la personne la plus austère que l'on est censé rencontrer. Donc si elle est dans une position qui est quasiment une position de jouissance... C'est aussi une femme qui a vu une aventure torride avec Paul Langevin, qui était mariée. Mais on le sait, nous, parce que nous sommes historiens, mais enfin, en gros, si on parle de ce que savent la moitié des gens, ou les 3 quarts des gens, de Marie Curie, c'est plutôt celle qui est derrière ses éprouvettes et qui fait son travail. Donc là, il y a quelque chose aussi d'une très grande originalité de présenter ces personnages-là, comme d'ailleurs quand Jeanne d'Arc dialogue sur ses seins, enfin, dialogue, tente de discuter avec ceux qui sont dans la voiture de ses seins. Bien sûr, mais comme l'a dit Sylvain au début, il n'y a pas d'ambiguïté, je ne crois pas, puisque cette séquence-là, personne ne va nous reprocher le fait que c'est pas historiquement justifié. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie. On s'appuie vraiment sur l'hypothèse que la fantaisie nous garantit l'authenticité du reste du récit. Et donc là, ils sont en train de discuter autour du feu, ils sont près de la ligne Maginot, et ils se demandent même si ça fera partie de leur biographie, de leur petite balade nationale. Et l'un d'eux dit de notre biographie, sûrement pas, de nos souvenirs peut-être, ce qui est assez paradoxal aussi. Mais on peut jouer avec ça, et on s'en prive pas parce que c'est vachement amusant, puis ça donne du corps à l'ensemble du récit et aux personnages qui s'incarnent progressivement. Oui, parce que quand même, on ne peut pas s'extraire de l'idée qu'il y a du plaisir à faire ce que vous avez fait ensemble. C'est-à-dire que c'est pas le même plaisir que d'écrire un livre d'histoire. Il y a aussi du plaisir à le faire, Sylvain Venner. C'est pas le même plaisir que, je sais pas, d'écrire un scénario pour un documentaire au point film, mais il y a du plaisir tout de même. Ah oui, c'est très marrant. Ça fait 2 ans qu'on est dessus, puisqu'on s'est rencontrés en septembre 2015 et le livre sort en octobre 2017. Et c'est 2 ans... oui, c'est vraiment très très amusant.
Et il faut tenir tout ça. C'est une fantaisie, c'est très amusant. On a conservé la part d'humour qui est constitutive de la bande dessinée, ou d'une grande partie de la bande dessinée, dans ce genre de scène. Par exemple, cette scène-là, c'est plutôt léger, mais en même temps, c'est pas faux. Elle est en train de lui faire la leçon parce que ils sont passés devant Carcassonne. Et elle est bien obligée de reconnaître, quand elle voit Carcassonne, que ok, ça ressemble un petit peu à des villes du Moyen-Âge, mais pas que. Parce que, et donc, il y a tout le travail de Viollet-le-Duc et de la restauration du XIXe siècle. Michelet explique un petit peu ce que le XIXe siècle a fait au Moyen-Âge. Elle réagit de cette façon-là. Et Michelet est sincèrement triste. Imaginez que Michelet est amoureux de Jeanne d'Arc, ça n'est pas trahir Michelet. Pas du tout. Il est amoureux de Jeanne d'Arc. Enfin, c'est ce qu'il écrit partout, d'une certaine façon. Donc ça, c'est tout à fait évident. Et des sorcières aussi, d'une autre manière. Hugues Jalon, quand on va voir apparaître les volumes les uns après les autres, celui-ci, dans quelques semaines, le second. Les Gaulois, oui. De Nicobie et Jean-Louis Bruno. Et ensuite, ça viendra à quel rythme ensuite, et si il y a un rythme prévu? On va essayer de tenir un rythme de 3 à 4 par an. Et ça sera à chaque fois chronologique ou les livres paraîtront dans un ordre, disons, désordonné? On va tout faire pour que ça reste un projet qui paraisse dans l'ordre chronologique. Voilà. Je ne garantis pas, parce que l'édition, c'est du bricolage, c'est un peu il peut y avoir des accidents, etc. Mais on va tout faire. Est-ce que parmi vous, des spectateurs, des personnes qui sont présentes ici, veulent poser quelques questions, soit à Sylvain Venère, soit à Étienne Davodos, soit à Hugues Jalon, qui sont les 3 maîtres d'œuvre de cette collection, et en particulier de ce premier volume de la Balade nationale. Avant que vous posiez la question, quand même, le titre. Moi, je voulais vous poser la question parce que c'est vrai qu'il y a dans Balade la possibilité aussi de la balade, même si ça ne prend pas le même nombre de L de la balade chantée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce titre-là? Je vais laisser Étienne répondre, mais simplement, effectivement, le premier tome s'appelle La Balade nationale, le second s'appelle L'enquête gauloise, et il y a des sous-titres qui disent exactement de quoi on parle. On parle des origines, on parle de la Gaule pré-romaine, mais le fait même d'avoir des titres qui soient des titres de livres qui pourraient parler d'autre chose, en réalité, de la balade nationale, l'enquête gauloise, c'est aussi une volonté d'assumer le fait que ces livres, ce sont des livres d'auteurs. Puisque l'enquête gauloise, on pourrait croire que c'est la suite de l'enquête corse. Mais c'est un écho. Donc si on voit Jacques Palmer chez les Gaulois, ça sera différent. Oui, Étienne Davodos, sur cette question de la balade nationale comme titre, ça sert, c'est utile d'avoir un titre comme ça? Je crois que c'est utile, oui, on a pas mal réfléchi à tout ça. Le titre en particulier et le ton du livre en général sont marqués par un souci qu'on avait tous les deux, même nos éditeurs inclus, c'était de travailler sur ce sujet d'une façon extrêmement rigoureuse sur le fond, mais qu'on y amène de la décontraction. C'est-à-dire que sur ce sujet du roman national, sur tout ça, on a bien vu lors des dernières présidentielles, tout ça, c'est un sujet de crispation, de rancœur, de retenue. Nous, on essaie d'aborder ça de façon ouverte, non pas optimiste ou positive, mais détendue. Et donc l'idée d'une balade, c'est-à-dire d'une promenade un peu aléatoire sur le territoire de ce qui est la France maintenant, le mot balade nous convenait assez bien là-dessus, et c'est pour ça qu'on l'a retenu. On aurait pu choisir randonnée, promenade, excursion, je ne sais pas quoi d'autre, mais la balade, j'aime bien l'idée du côté un peu musardant de la chose. Une question, une remarque, une envie d'éclaircissement par rapport à ce qui a été dit par nos 3 intervenants. J'ai personnellement une autre question qui me vient et que j'avais oublié de vous poser auparavant. Pourquoi avoir mis une sorte de corpus textuel à la fin? Pourquoi avoir ajouté autre chose que de la bande dessinée? Parce que tout le monde fait, on peut se dire qu'on aurait pu totalement laisser la bride. Je ne sais pas si c'est de ma faute, mais enfin, c'était une des idées que j'avais en tête au moment de... C'est qu'on puisse penser à un objet hybride. Il y avait aussi une question de positionnement pour la découverte. Il faut dire aux gens qui sont dans cette salle qu'il y a les 3/4 du volume à peu près, un peu plus, oui, de bande dessinée, et puis on s'arrête, il y a une sorte de pause, et puis on repart sur un récit où il y a du dessin, mais il y a beaucoup de texte, et sous une forme qui ressemble plus à un livre illustré ou à un livre
qu'une bande dessinée. Et quand je me suis dit que voilà, que j'avais envie de faire de la bande dessinée, qu'il y ait du dessin dans nos livres, faire des livres dessinés, j'avais pas forcément envie qu'on bascule pleinement et totalement, uniquement dans la bande dessinée et qu'on puisse imaginer de casser cette frontière entre d'un côté le livre de texte et de l'autre le livre de bande dessinée. Enfin, ce qui a déjà été fait, enfin en même temps c'est pas une formule archi originale, il y a des albums de bande dessinée qui laissent une petite place au texte, mais c'est ce qu'on pensait comme des annexes. Voilà, une préface, une postface. Là, il y a une partie texte. Il y a un livre dans le livre. Il y a une partie texte. Ouais. Il y a une partie bande dessinée, il y a une partie texte illustré. Alors, parce qu'il n'y a pas de raison, quand on lit une bande dessinée, qu'on ne soit pas capable de lire du texte aussi. Enfin, il y a quand même cette idée, on reste quand même dans des catégories qui sont un peu... Mais c'est vrai aussi qu'on peut lire cela autrement. On sait aujourd'hui combien un nombre de romans graphiques dont les auteurs sont des grands auteurs de romans graphiques ou de bandes dessinées choisissent de mettre en postface et leurs sources et ce qu'ils ont utilisé comme matériaux, pourrait-on dire, pour légitimer aussi leur propre travail. Et donc il y a toujours une ambiguïté sur la présence de ce texte après la bande dessinée elle-même, Sylvain Menner. Oui, alors d'abord il y a beaucoup de bandes dessinées dans lesquelles il y a aujourd'hui qui se concluent par des dossiers. C'est très fréquent. Là, le dossier peut être un peu plus épais que dans les bandes dessinées. Il faut voir aussi que l'idée, on peut tout faire aujourd'hui en matière d'association de texte et d'image, que nous, dans les dossiers, on continue en réalité l'histoire qui est racontée dans la bande dessinée. C'est-à-dire que ces dossiers, ils ne sont pas illustrés n'importe comment, ils sont illustrés par les personnages qui ont été les acteurs du récit. Avec Étienne, on a fait le choix d'avoir un récit de 110 planches suivi d'un dossier de 50 pages. Mais par exemple, Jean-Louis Bruno, le spécialiste des Gaulois, et le dessinateur Nicobi, eux ont fait le choix d'alterner les parties de bande dessinée et les parties de dossiers illustrés, sachant encore une fois que c'est illustré par les personnages mêmes du récit. Donc en fait, cette association-là, qui est d'ailleurs l'association même qui fonctionne dans la revue dessinée également, puisqu'il y a plein de façons d'associer le texte et l'image, c'est ça qu'on a repris. On peut tout à fait imaginer des pleines pages. Je pense que par exemple, dans le tome 5, qui est en train d'être confectionné par Sylvie Joie du côté histoire et Georges Gonzalez du côté de la bande dessinée, il y aura des grandes planches comme Gonzalez aime bien les faire, sans texte, ou avec peu de texte, ou avec un texte qui n'est pas dans des bulles. On peut tout faire. On peut tout faire dans certaines limites. Par exemple, on ne peut pas faire un texte en lettrage à la main sur 5 pages. Là, le lecteur, l'attention, il y a un problème presque physique, enfin de l'œil, l'attention chute et on est obligé de passer en police imprimée, enfin en police mécanique. Donc, d'un seul coup, ça fait texte. Ouais. On aurait pu imaginer des objets hybrides, mais il y a des contraintes qui sont liées au lettrage à la main. Je ne sais pas si techniquement je m'exprime comme il faut. C'est que dès qu'il y a trop de texte comme ça écrit à la main, on décroche. Ouais. Et donc, cette alliance du texte et de l'image très particulière, vous pensez que ça peut avoir aussi, alors je sais bien que ce n'est pas le propos, je pense, que vous avez eu dès le départ, mais on est devant un public où il y a des professeurs, etc., des vertus, entre guillemets, pédagogiques, c'est-à-dire de donner des outils, comme on dit, pédagogiques à ceux ou celles qui voudraient utiliser ce travail-là en classe, que ce soit dans le primaire, en collège ou au lycée. Bien sûr, par exemple, cette scène de la place de la Nation dont on parlait tout à l'heure, cette opposition entre le modèle de la statue de la République, place de la République à Paris, qui est une statue hiérarchique, droite, exclusivement fondée sur le suffrage universel qui est au pied de la statue, et la statue de Dallou, place de la Nation, qui au contraire est en train de marcher. Communard, enfin qui était proche de Dallou, c'est un ancien communard. Sa statue, quand elle est inaugurée en 1899, il y a des drapeaux rouges qui reviennent dans le public.
sa statue, elle marche, elle est soutenue par le travail, elle est soutenue par la justice. C'est la République sociale, en réalité, contre la République démocratique de la place de la République. Bon, cette opposition entre les différentes conceptions de la République, telle qu'elle s'exprime dans la statuaire, c'est quelque chose que beaucoup de profs enseignent au niveau de la classe de première, dans les cours sur la République. Il y a dans les manuels d'histoire du secondaire, il y a des doubles pages comme ça sur la statue de Dallou, place de la Nation. On peut le faire à partir de la statue de la place de la Nation, on peut aussi le faire à partir des 3 planches de la balade nationale, c'est tout à fait possible. On peut aussi réfléchir, puisque ça c'était alors ça c'est dans les programmes, mais enfin c'est quand même intéressant, de réfléchir à... régulièrement, Étienne a dessiné, enfin pas régulièrement, 3 ou 4 reprises, a repris des dessins qui viennent en fait des anciennes représentations de l'histoire de France ou de la préhistoire. Ça, par exemple, on a trouvé ça dans le livre d'Anne Leherf sur les préhistoires d'Europe, puisque Anne Leherf est depuis devenue ma meilleure amie, mais à cette époque-là, je l'appelle et je lui dis tout de même, est-ce que tu crois vraiment que c'est à cause de la bande dessinée, parce que c'est ce qu'elle écrit dans Préhistoire d'Europe, que les gens ont une vision épouvantable de la chasse au Paléolithique, puisque donc on a trouvé beaucoup de carcasses de chevaux au pied de la roche de Solutré, et pendant très très longtemps on a imaginé que c'était au Paléolithique, les gens chassaient les chevaux de cette façon-là, par le feu, en les poussant du haut de la roche de Solutré, jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber. Et ça, c'est une des images que Étienne reprend, mais avec son style, qui traînaient dans les manuels de la fin du XIXe siècle et qui ont alimenté une représentation totalement erronée de la chasse au Paléolithique et en particulier du site de Solutré. Alors qu'en fait, le site de Solutré, c'était un site d'équarrissage qui a duré pendant je ne sais plus combien de milliers d'années au même endroit, et on a retrouvé, les archéologues n'ont retrouvé aucun habitat à Solutré. C'était vraiment un site industriel d'une certaine façon. On faisait que de l'équarrissage pour l'essentiel de chevaux. Et ça n'avait rien à voir avec ça. Mais ce que dit Anne Leherf dans son livre, et ce à quoi elle croit, et elle a raison, c'est que la puissance de l'image est telle que pendant des décennies, on a alimenté l'idée selon laquelle c'était de cette façon-là, comme au Paléolithique, on chassait les chevaux. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, en bande dessinée, ce qu'on peut faire de la même façon qu'on le fait avec la statue de Dallou, de la même façon qu'on le fait avec les bourgeois de Calais, on peut le faire également avec ces images de la préhistoire, pour essayer de partir des images, pour ensuite faire accéder à une connaissance, la connaissance la plus exacte que les préhistoriens ont, en l'occurrence, de ce qui s'est passé à Solutré. Merci bien. Est-ce que, avant que nous concluions et que Étienne Davodo ne remonte à l'étage pour signer les ouvrages dont on vient de parler, enfin l'ouvrage dont on vient de parler, c'est pas à l'étage. Pas à l'étage, c'est au-dessus, c'est à côté, c'est juste là. C'est le stand des éditions La Découverte. Ah, c'est à la librairie, d'accord, pardon. Excusez-moi, je croyais que c'était ici. Une dernière question. Oui. Ah oui, voilà. Tout à l'heure, vous parliez de plusieurs types de textes, parce que quand on produit un texte sur l'histoire, quand on est historien, il y a des textes qui s'adressent aux pairs, notamment on met en place une démarche scientifique, et vous avez parlé de vulgarisation en disant, de l'autre côté, en quelque sorte du spectre, en disant que finalement, qui n'est d'ailleurs pas forcément de l'autre côté, parce qu'il peut avoir un discours sur l'histoire totalement fantaisiste et qui n'est même pas de la vulgarisation. Et en fait, j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous positionnez ce travail, en termes de discours, dans un spectre qui irait justement de la vulgarisation dont vous parlez tout à l'heure, mais dont vous sembliez vouloir vous démarquer, si j'ai bien compris, hein, mais c'est peut-être pas très clair, et un discours justement qui explicite la démarche scientifique, qui s'adresse éventuellement à un large public, mais enfin un public un peu plus vaste, mais quand même beaucoup aussi à des professionnels de l'histoire et de la recherche. Je crois qu'on essaie de tenir là encore les 3 bouts de la chaîne, c'est-à-dire qu'on va malgré tout utiliser le fait que la bande dessinée c'est un média de masse et qu'on peut atteindre beaucoup plus de gens qu'avec un livre d'histoire classique. Donc il y a une ambition de vulgarisation. Le deuxième point
dont Étienne a un petit peu parlé, on n'en a pas trop parlé là dans ce panel, mais qui est important, c'est qu'il y a une dimension, disons, morale et politique de ce livre, en tout cas politique, détendu, comme dit Étienne. Hein, il ne s'agit pas de retendre le débat sur le récit national, mais enfin, le mettre en perspective. Et puis, moi j'aimerais bien que les professionnels de l'histoire, les historiens, les professeurs d'histoire, adhèrent à cette idée que quand on met un récit historique en bande dessinée, on produit une connaissance un peu différente de la connaissance qu'on produit en écrivant juste un livre d'histoire. Et évidemment, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, puisque là, pour le coup, on est vraiment auteur. Mais je suis assez impatient de savoir ce que mes collègues, ce que les professeurs d'histoire vont penser de ça, et de ce qu'ils vont en dire, et la façon dont ils vont pouvoir en faire, justement, c'est une critique en termes de savoir. Oui, mais il faut dire quand même que ça rentre dans une sorte d'élargissement de la boîte à outils, pourrait-on dire. On voit bien combien cette question du récit taraude Sylvain Venner, les historiens aujourd'hui, en se demandant quel est le bon moyen pour, disons, toucher des gens par rapport à leurs propres travaux. Et on voit bien qu'on passe par l'usage du cinéma, la réalisation de ses propres documentaires pour certains historiens, l'usage des images d'archives pour d'autres, la bande dessinée, etc. Il y a quand même dans ce goût du récit, dans ces retrouvailles, pourrait-on dire, avec la question du récit, il y a quelque chose de relativement neuf depuis quelques années. Oui, et puis comme dit mon ami Philippe Artière, il faut de toute façon, on est dans un moment où il faut tout tenter. Mais là et donc tout expérimenter, ce que dit Marie Curie dans notre bande dessinée. C'est-à-dire que si vous croyez que dans le domaine scientifique on n'improvise pas non plus, c'est que vous n'y connaissez rien. Bien sûr, il y a une dimension de laboratoire, sauf que c'est pas un laboratoire, c'est pas non plus une bande de saltimbanques. On n'est pas des baltringues. Au sens ça, c'est une bonne citation. On n'est pas des baltringues aussi. On fait reprendre entre guillemets et on voit que ça fera quelque chose. On fait fond sur 40 ans de transformation de la bande dessinée, dont Étienne est un des aboutissements. On fait fond sur 40 ans de déconstruction du récit historique, et on y a tous participé, moi j'y ai participé aussi, et simplement, peut-être on est dans un moment où on a envie de reconstruire. On a envie de reconstruire quelque chose. La bande dessinée, après justement ces 40 années à se reconstituer, à se reformater, elle peut aider à produire un récit qui ne soit pas, puisque là on est sur l'histoire de France, qui ne soit pas un nouveau récit national. Oui, le récit ne suffit pas, il y aura toujours des bons et des mauvais. Ce qui distinguera au fond un bon récit d'un mauvais récit, un récit qui ne restera pas et un récit qui restera, c'est s'il est capable d'être, cette expression que je préfère pour cette entreprise, c'est s'il n'est pas une expérience de pensée. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut que ce soit une expérience de pensée. C'est pas simplement une mise en récit, c'est pas une adaptation, etc. C'est pas de la vulgarisation, comme le disait Sylvain. Il faut qu'à un moment on puisse proposer au lecteur une expérience de pensée, une expérience visuelle qui est aussi une expérience de pensée. Étienne Daoudot, pour conclure. Moi, je voudrais aussi dire que c'est aussi un moment de l'histoire de la bande dessinée. Et ça m'intéresse un peu aussi, ça forcément. C'est-à-dire qu'on est dans une période là où la bande dessinée rentre sur des nouveaux territoires. Il y a quelques années, j'ai fait un livre avec le musée du Louvre, par exemple, qui propose à des auteurs de bande dessinée de venir au musée pratiquer la bande dessinée. C'était un truc juste inconcevable il y a 30 ans, que les gens qui s'occupent du Louvre daignent se pencher vers ce truc misérable qu'était la bande dessinée. Donc ça parle aussi de l'évolution de la considération de la bande dessinée. Et aussi évidemment un effet générationnel. Des gens comme Sylvain connaissent et pratiquent la bande dessinée en même temps qu'ils sont historiens. Et tout ça ouvre des champs nouveaux. On en explore d'autres. Il y a le reportage, il y a le documentaire en bande dessinée que moi j'explore aussi depuis quelques années. Ce livre-là, je ne sais pas ce que c'est en fait. Là, on vient de terminer. Je ne sais pas à quel genre il appartient. Cette façon de remettre dans le contexte contemporain des personnages historiques, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est de la bande dessinée, ça j'en suis sûr, mais quel genre de bande dessinée, je ne sais pas. Je rejoins tout à fait Sylvain. On a besoin maintenant d'un retour. C'est-à-dire que là, le livre sort dans quelques jours. Il est ici, mais il n'est pas encore en librairie.
Et ce qui va jouer maintenant est super intéressant pour nous, évidemment que ça nous intéresse parce qu'on a bossé 2 ans là-dessus, mais pas seulement. Ça nous intéresse en tant que retour sur une forme nouvelle qu'on essaie de mettre en place et qui va se développer sur ces 20 bouquins-là. Donc on est à un moment assez intéressant. Pionnier un peu. C'est pas à nous de le dire, on verra, mais on est à un moment où les choses vont se concrétiser, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Et encore une fois, il faut revenir sur cette affaire de co-création. Ça n'est pas une adaptation en bande dessinée d'un livre des récits qui existait ailleurs. Oui, et ça c'est pour ça qu'on n'est pas très bon juge pour l'instant. Merci, merci. Et donc, signature sur le stand.